La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons pour la première fois Maurice-Pierre Planel, membre de la chaire santé de Sciences Po et ancien président du comité économique des produits de santé et également auteur d'un petit ouvrage pédagogique intitulé « Médicaments à quel prix ?» Maurice-Pierre Planel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la maîtrise des dépenses de médicaments et plus précisément de la manière dont les autorités sanitaires, le gouvernement, essayent de ralentir l'augmentation de ces dépenses. Pour commencer, expliquez-nous quelle est la situation, quelle est la part des médicaments dans les dépenses de l'assurance maladie et pourquoi faut-il réguler les dépenses ? Alors, il faut savoir que les dépenses de médicaments représentent une part importante des dépenses de santé. C'est environ 12% de l'ensemble des dépenses totales de l'assurance maladie. Alors vous me direz 12%, ça peut être une part résiduelle, mais non. En fait, quand vous transformez ce pourcentage en milliards, c'est une dépense de près de 25 milliards d'euros par an, selon les derniers chiffres connus, celui de 2023. Et donc, 23 milliards d'euros, c'est la dépense qui est consacrée aux médicaments que vous avez achetés en pharmacie ou que nous avons achetés en pharmacie et aux médicaments qui ont été utilisés dans les hôpitaux. 25 milliards d'euros, c'est une dépense considérable quand on la compare à d'autres budgets de l'État. C'est presque la moitié des dépenses du budget de l'éducation nationale, qui est le budget le plus important de l'État. Et c'est presque le double d'un ministère comme le ministère de la Transition écologique. Donc vous voyez, 12% des dépenses d'assurance maladie, mais quand on le compare à d'autres budgets publics, une somme vraiment très importante. Par ailleurs, nous sommes face à une augmentation de la dépense de médicaments. Depuis la fin de la crise Covid, nous constatons que cette dépense augmente chaque année, après une période de relative stabilité qui a duré pendant les années 2010. Par ailleurs, depuis la fin de la crise Covid, je le disais, cette tendance de la dépense est à l'augmentation. Donc les dépenses de médicaments sont reparties à la hausse sous l'effet de l'innovation. Il y a une dynamique plus forte et donc des montants de remboursement qui augmentent. C'est donc un enjeu très fort dans une réflexion sur la maîtrise de nos dépenses publiques, qu'il s'agisse dans le cas précis du médicament de la maîtrise des dépenses de sécurité sociale, ou qu'on réfléchisse dans un cadre plus large comme la maîtrise de nos dépenses publiques au sens du traité de Maastricht et donc du dialogue entre le gouvernement français et les autorités communautaires. Par ailleurs, nous pouvons constater que nos voisins européens, mais les États-Unis également, et même les États-Unis de Donald Trump, ont une réflexion sur la manière dont ils peuvent réguler, encadrer les dépenses de médicaments. Et alors, pourquoi les dépenses augmentent-elles ? Les dépenses augmentent sous l'effet de deux événements distincts. Le premier, bien sûr, c'est le volume. Nous sommes dans un pays où on consomme beaucoup de médicaments. Et le deuxième, c'est l'effet de l'innovation. Et donc, en fait, l'innovation, c'est ce qu'on appelle l'effet de structure, c'est-à-dire le fait que les prescriptions faites par les médecins, donc les ordonnances, ne portent plus sur des médicaments anciens, par exemple des antibiotiques qui existent depuis 20 ou 30 ans, ou des anticancéreux qui existent depuis plusieurs années, mais se portent sur des médicaments plus récents, plus innovants et très souvent plus chers. Et donc, en fait, c'est cet effet de l'innovation que l'on constate de manière assez importante. Depuis, grosso modo, 10 ans, depuis le milieu des années 2010, nous connaissons une vague d'innovation pharmaceutique. Ça a commencé avec les médicaments pour l'hépatite C, c'est maintenant les médicaments d'oncologie. Et donc, en fait, l'arrivée de ces nouveaux médicaments se traduit par une hausse des dépenses. Mais plus que les prix, sur la longue durée, c'est bien l'effet de structure, c'est-à-dire le déplacement des prescriptions vers des médicaments plus innovants qui explique cette évolution de la dépense. Le comité économique des produits de santé que j'ai présidé il y a quelques années considère que cet effet de structure sur les 20 dernières années est responsable de près de 50% de l'augmentation des dépenses de médicaments. Donc on a un effet innovation qui est constaté, on le voit dans les avis scientifiques que rend la Haute Autorité de Santé, et on le voit dans les dépenses de médicaments, puisque dans un document que la Caisse nationale d'assurance maladie vient de publier à la mi-novembre de cette année, elle constate que les 20 médicaments les plus chers remboursés en pharmacie représentent presque 7 milliards d'euros de dépenses, entre un tiers et un quart de la dépense totale. Donc on a effectivement un effet lié à l'innovation qui pèse sur la dépense. Mais la régulation passe par une action sur les prix, non ?
Alors, depuis 20 ans, donc depuis 2004 et la réforme de l'assurance maladie de 2004, chaque année, le gouvernement demande des baisses de prix aux industriels, aux laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est une politique qui est rendue possible par le fait que le prix des médicaments en France est fixé par l'État à travers le Comité économique des produits de santé. Et donc, pour chaque médicament qui est commercialisé en France, il y a un contrat, une convention entre l'État et les laboratoires pharmaceutiques qui fixe le prix. Donc, depuis 2024 et surtout depuis 2011, donc depuis la crise du Mediator, il y a eu une politique de baisse de prix extrêmement volontariste et pérenne, plus de 10 ans, puisqu'elle va de 2011 à 2020, à la crise Covid. La crise Covid, en fait, est un marqueur d'un basculement vers plus d'innovation et vers d'autres problématiques. Et donc, pendant cette période qui va de 2011 à 2020, pour simplifier, le gouvernement a demandé plus d'1 milliard d'économies chaque année sur les prix des médicaments. Et donc, cette politique a été mise en œuvre par les pouvoirs publics. Elle a été rendue possible pour 2 raisons. Une raison assez classique en économie, que ce soit en économie de la santé ou de manière plus générale, c'est l'arrivée de produits concurrents. Donc, en fait, l'arrivée de la concurrence permet de faire baisser les prix des produits qui sont déjà présents sur le marché. Et puis, surtout, un phénomène qui est bien connu aujourd'hui, maintenant, dans l'économie de la santé, c'est ce qu'on appelle les pertes de brevets. Et donc, ces pertes de brevets ont permis de créer des médicaments génériques. Et donc, ces médicaments génériques ont permis de faire baisser les prix de l'ensemble de la pharmacopée qui avait perdu ses brevets. Donc, c'est ce qu'on appelle la falaise des brevets, puisqu'en fait, il se trouve que pour des raisons historiques, il y a de nombreux brevets qui sont tombés dans cette période-là. Et donc, cette falaise des brevets a permis de faire des économies par le biais de la générication. Et aujourd'hui, on se trouve à un autre tournant. Ce ne sont plus les médicaments chimiques, donc qui sont devenus génériques, qui sont concernés. Ce sont les médicaments biologiques. Et donc, on parle aujourd'hui des biosimilaires. Et donc, on est en train de voir comment on peut favoriser la commercialisation des biosimilaires à qualité constante pour les patients, mais avec des prix plus bas pour notre système de sécurité sociale. Donc, nous avons effectivement cette politique de régulation des prix lancée en 2004, renforcée en 2011, et qui donc continue à produire des effets aujourd'hui. Et cette politique de baisse de prix, cette politique de régulation de la dépense, elle est encadrée dans un mécanisme spécifique qu'on appelle le montant M, pardon pour le manque d'originalité du dispositif. Et donc, ce montant M, il fixe l'enveloppe que l'État est prêt à dépenser chaque année pour les dépenses remboursées de médicaments. Nous ne parlons depuis le début de l'émission que de médicaments qui sont remboursés, pas de médicaments qu'on peut acheter sans ordonnance et donc sans remboursement. Et donc ce montant M, donc cette enveloppe destinée à l'achat de médicaments, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est fixé à un peu plus de 23 milliards d'euros. Donc il est 2 milliards en dessous du montant de la dépense constatée en 2023. Et donc en fait, il montre l'effort de régulation que l'État veut demander au secteur et aux assurés. La régulation passe également par le recours à un mécanisme spécifique appelé clause de sauvegarde. Pouvez-vous revenir sur cet aspect ? Alors, la clause de sauvegarde, elle a été créée au tout début des années 2000. Et en fait, c'est l'inspiration de la création des lois de financement de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait des mécanismes qui permettent d'encadrer et de limiter l'évolution de la dépense. Donc, cette clause de sauvegarde, elle a eu plusieurs noms. On a commencé à K, on est à M. Ça vous donne à peu près une idée du nombre de réformes qu'on a pu faire et de l'originalité qu'on a pour trouver des noms de dispositifs. Et donc, le M, il fixe un montant, une enveloppe, je viens de vous le dire, pour l'année, donc un peu plus de 23 milliards pour l'année 2025. Si ce montant est dépassé, la clause de sauvegarde va être déclenchée et donc l'État se retournera vers les industriels pour leur demander de reverser une partie du chiffre d'affaires perçu au-delà de l'enveloppe fixée par la loi de financement de la sécurité sociale. Et puis donc après, on a un jeu un peu technique pour définir en fait l'assiette des médicaments. Donc quels sont les médicaments qui sont concernés ? Par exemple, il y a un débat récurrent depuis la création de cette clause pour savoir si les médicaments génériques, comme ils font déjà gagner de l'argent à la sécurité sociale par leur prix plus bas, doivent faire l'objet de cette pénalité ou de cette forme de contribution supplémentaire ou pas. Et donc, on a un dispositif assez classique pour un dispositif de régulation budgétaire. On a une question de périmètre, donc les médicaments. On y a une question d'assiette, donc quelle est la somme à partir duquel on déclenche. Et puis après, on a une autre question, c'est comment on le répartit entre les laboratoires. Est-ce qu'on le répartit entre tous les laboratoires ou est-ce que ça pèse de manière plus ou moins importante sur l'un d'entre eux ? Par exemple, au milieu des années 2010, avec l'arrivée des médicaments de l'hépatite C, qui avait été une première cause de dépenses plus importantes de médicaments, la clause de sauvegarde avait été modifiée de manière à ce qu'une part plus substantielle soit payée par ceux qui étaient responsables du dépassement le plus important, et en l'occurrence les laboratoires de l'hépatite C.
Concernant les mesures de déremboursement, on constate qu'elles sont rares, c'est exact ? Oui, tout à fait. En fait, la régulation des dépenses dont nous parlons depuis le début de cette émission, elle porte effectivement principalement sur les baisses de prix des médicaments et donc sur des mesures qui pèsent d'abord sur les industriels. Il y a aussi des mesures qu'on a dit sur les volumes, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire le nombre de volumes de médicaments. Et puis, eh bien, il y a toujours la possibilité de décider que la fameuse participation de l'assuré peut être augmentée. Et donc, on peut procéder soit à des hausses de cette participation en baissant les taux de remboursement. Et par ailleurs, vous pouvez constater, nous pouvons essayer de faire un petit exercice de mémoire collective pour essayer de nous rappeler quels médicaments ont pu être déremboursés dans les années qui viennent de s'écouler et même dans les 15 ans qui viennent de s'écouler. Et je crois que le seul qui nous viendra à l'esprit, enfin la seule classe qui nous viendra à l'esprit, ce sont les médicaments homéopathiques qui ont été déremboursés à la toute fin des années 2010. Et donc, à l'exception de ces médicaments-là, on a effectivement peu de mesures qui ont touché les assurés, soit par des baisses de taux de remboursement, soit par des déremboursements, sauf la mise en place des franchises sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, donc dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, où vous aviez la franchise de 0,50 centimes sur les boîtes de médicaments, et cette franchise a été doublée l'année dernière, puisqu'elle est maintenant de 1 euro. Et qu'en est-il de l'action sur les volumes ? Alors, comme je l'ai dit très rapidement en introduction, la France se caractérise par une consommation importante de médicaments. Les chiffres publiés par la CNAM disent que nous consommons en moyenne 41 boîtes de médicaments par personne et par an. Alors le chiffre est en légère baisse puisque il y a 10 ans, nous étions aux alentours de 48 boîtes par personne et par an. Mais quand on se compare à nos voisins européens, par exemple, nous avons un niveau de consommation médicamenteuse qui est supérieur à celui de nos voisins. Donc est-ce que ça veut dire que nous sommes plus malades que nos voisins ? Pas forcément, il y a aussi des habitudes. On constate que en France, une consultation médicale s'achève plus souvent que chez nos voisins, et notamment nos voisins allemands ou néerlandais ou scandinaves, par une prescription de médicaments. Donc on a un premier élément. Nous avons des ordonnances qui sont parfois plus longues, alors que nous savons que au-delà de 3-4 médicaments, des risques d'interaction peuvent survenir et donc des effets indésirables pour les patients. Et donc, en fait, cette question de l'action sur les volumes, elle a évidemment une dimension budgétaire, on ne va pas la nier. Si on prescrit moins de médicaments, on en remboursera moins et la dépense sera moindre. Mais elle a aussi des nécessités sanitaires parce que nous savons qu'il y a... Alors, le chiffre qui est toujours avancé, c'est celui de 100 000 hospitalisations par an liées à des effets dits iatrogéniques, donc des effets indésirables du médicament. Et on parle de plusieurs milliers de décès par an liés à ces interactions médicamenteuses. Donc, on a un sujet budgétaire, ne nous le cachons pas, mais on a aussi un sujet sanitaire. Et donc, cette action sur les volumes, elle doit aussi permettre de résoudre cette question sanitaire. Par contre, les pouvoirs publics se heurtent effectivement à des comportements, et notamment quand ils sont interrogés, comme le montrait le sondage sur lequel s'appuie la CNAM dans sa présentation de la mi-novembre, montre que si de manière collective nous sommes tout à fait d'accord pour réduire notre consommation médicamenteuse, c'est surtout celle des autres que nous sommes prêts à réduire. La nôtre doit rester stable, ou en tout cas continuer à nous assurer la meilleure santé possible. Pour conclure cet épisode, les choses peuvent-elles changer selon vous ? C'est souhaitable. Nous avons des dépenses de médicaments qui augmentent et je pense qu'il y a 3 raisons aujourd'hui qui doivent nous conduire à avoir une réflexion sur notre consommation de médicaments. La première, je l'ai abordée un peu plus en amont dans notre discussion, c'est celle de la santé publique. La surconsommation de médicaments, elle a des effets. Il n'est pas aujourd'hui contesté que la consultation d'anti-anxiolytiques par les personnes âgées est trop élevée et est probablement source de problèmes cognitifs et de problèmes physiques avec des pertes d'équilibre, par exemple, qui peuvent causer d'autres problèmes dans la prise en charge de ces personnes. Donc, on a un sujet de santé publique et donc cette sobriété médicamenteuse, pour reprendre une expression qui fait florès en ce moment, ou cette volonté de déprescrire, pour reprendre une autre expression qui est utilisée, elle a très clairement un intérêt et un impératif de santé publique. Et d'ailleurs, l'assurance maladie vient de lancer une campagne. Donc après, les antibiotiques, c'est pas automatique. Il y a une campagne qui est le bon traitement, c'est pas forcément un médicament. Et donc, on peut ensemble trouver des exemples, et notamment l'exemple de l'activité physique. Et donc, ce fameux débat qui nous anime depuis presque 10 ans en France sur peut-on prescrire du sport sur ordonnance. Après, on a un sujet de transition écologique.
Ça peut paraître étonnant à ce moment-là de la conversation, mais les questions de volume de médicaments, elles posent des questions de gaspillage. Donc, nous avons tous, avouons-le, dans nos pharmacies, des médicaments que nous n'avons pas utilisés. Et les moins vertueux d'entre nous, non seulement ont des médicaments qu'ils n'ont pas utilisés, mais ne les ramèneront pas à la pharmacie et les jetteront. Et donc, en fait, effectivement, ce sont des résidus chimiques que l'on met dans une décharge et qui peuvent avoir des effets sur les sols et les milieux. Par ailleurs, le Shift Project, donc l'association de Jean-Marc Jancovici qui travaille sur les questions de transition climatique et de transition écologique, a montré que les médicaments représentaient une part importante des émissions de gaz à effet de serre dans le total des émissions du système de santé. Et donc, c'est lié notamment aux questions de transport, aux questions de conditionnement. Donc, on a un sujet de consommation qui est un point gagnant, un win-win point en bon français, entre des sujets sanitaires et des sujets de transition écologique. Et puis, bien sûr, on en parle depuis le début de ce podcast, il y a un sujet sur les dépenses. Si on réduit la consommation de médicaments, on réduira les dépenses. Et j'insiste très lourdement sur ce point, l'objectif est de le faire sans nuire à la santé des assurés. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci de m'avoir accueilli. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.